Okay, welcome back to the second part of today's session. And let me welcome Camille Rigon, although I'm not sure I pronounce your name correctly, but it's a pleasure to have you with us here. You are going to talk about a very sort of familiar topic in some sense, namely Plotinus and the Gnostics. Very sort of an aspect of that topic, of that debate. Well, Camille has written on Plotinus, Plotinus' views on the soul, on individuality, and well, today she's going to present on on questions or puzzles that Plotinus raises against the Gnostics. I guess she will focus on treatises 2.9 and 4.8. Camille, the floor is yours. Thank you. Well, and you are going to talk in French. French is very welcome here. Do you hear me? Yes, we do. Thank you very much for your presentation. So yes, I'm speaking in French. I'm really going to speak in French because my English is very, very bad. So it's a very catastrophe. I'm sorry for people who don't speak in French. Donc merci beaucoup. Donc je vais juste partager l'écran. J'espère que ça va fonctionner. Do you see the screen? I hope. Yes. Yes, we do. Yes, it's okay. Great. So, I'm sorry. Thank you. I really want to thank particularly Mrs. Santompatre, who is not here today, mais c'est grâce à elle en fait que j'ai pu travailler sur la question que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, dans les traités 6 et 10, Plotin se penche sur l'interprétation qui émerge sur une difficulté qui apparaît dans les dialogues platoniciens, à savoir quelle est la cause de la descente de l'âme, puisque dans le Phèdre, la descente est due à une cause qu'on appelle éthique, c'est-à-dire que la descente est une punition en fait de l'âme qui n'a pas su contempler les idées. Et dans le Timée, par contre, il y a une descente de type cosmologique, c'est-à-dire que la descente de l'âme est une nécessité du point de vue du cosmos et est un bien pour le cosmos et même pour l'âme. Donc, Platon ne résout pas en fait la difficulté entre ces deux principes, le principe cosmologique et le principe éthique, et donc c'est Plotin qui va hériter de la difficulté à son tour. Sauf que, c'est ce que je vais vouloir présenter ici, c'est que Plotin veut résoudre la difficulté, mais en fait n'y parvient pas. On verra en fait qu'il y a un décalage dans la manière dont il présente l'accord entre les principes éthiques et les principes cosmologiques. En revanche, les gnostiques parviennent à cette résolution, les gnostiques réussissent à mettre les deux principes sur le même plan, et donc Plotin va s'en rendre compte, et il va, dans le traité 33 notamment, utiliser l'aporie éthico-cosmologique, le fait qu'il n'arrive pas à résoudre la difficulté, comme une arme en fait anti-gnostique. Donc, pour commencer, dans une première partie, je vais exposer en fait l'échec de Plotin et pourquoi est-ce que Plotin n'arrive pas en fait à résoudre cette difficulté. Au début en fait du traité 6, donc 4-8 pour les Énéades, Plotin se demande effectivement pourquoi l'âme descend alors que la descente dans le sensible est un mal en fait pour elle. Donc il veut se référer à Platon et on trouve dans le passage ici suivant qui est ici traduit par Laurent Lavaux. Il nous reste donc le divin Platon qui a dit beaucoup de belles choses sur l'âme et qui a souvent traité dans ses œuvres de sa venue en ce monde, de sorte que nous avons l'espoir de tirer de lui quelque chose de clair. Que dit donc ce philosophe? À l'évidence, il ne dit pas partout la même chose, ce qui aurait permis de voir facilement l'intention de cet homme. Donc, il y a une espèce en fait, de désarroi de la part en fait, de Plotin qui va faire la liste des passages de Platon
où on trouve donc une origine éthique à la descente, d'une chute, le corps donc est un tombeau, le corps est une punition, et puis le passage du Timée, où effectivement la descente est vue comme un don que fait le démiurge de l'âme au monde pour le rendre parfait. Et donc, ce que veut faire ici Plotin, c'est de montrer qu'il n'y a pas de contradiction chez Platon, qu'en réalité, l'éthique et le cosmologique fonctionnent tout à fait ensemble. Il dit notamment, toujours dans le traité 6, au chapitre 5, que la descente est à la fois volontaire, c'est-à-dire écoutionne, et à la fois involontaire, acoutionne, ce qui est une idée en fait capitale du point de vue de l'exégèse, puisque si Plotin n'arrive pas à montrer qu'il n'y a pas de contradiction chez Platon, Platon perd en crédibilité automatiquement. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que Plotin parvient à résoudre véritablement cette difficulté, à montrer effectivement que la descente est à la fois volontaire et involontaire. Le problème, c'est que en fait, le succès de Plotin là-dessus est finalement assez limité, puisque quand il va décrire les causes de la descente, on va se rendre compte que les deux principes ne sont pas sur le même plan. La descente, elle est d'abord cosmologique chez Plotin et en grande partie cosmologique. Il rappelle notamment que l'âme, donc elle est amphibios, c'est-à-dire qu'elle est amphibie, elle est faite pour être dans le sensible et dans l'intelligible, ça fait partie de sa nature. Et dans le chapitre 7, toujours du traité 6, il explique clairement que la descente n'est pas une faute. Pour l'âme, la descente est liée à une nécessité de nature. Et ce qui va arriver du point de vue de l'éthique, c'est que l'éthique, en fait, va intervenir effectivement, mais après la descente, après que le mouvement en fait, de la descente soit amorcé. Donc, on peut se dire, mais il y a vraiment ici une mise en cause, en fait, ou en tout cas, on peut dire une marginalité de la descente du point de vue éthique. Cette idée, on la retrouve également, mais alors de manière beaucoup plus discrète, au début du traité 10. L'origine du mal pour elle, c'est-à-dire pour les âmes individuelles, c'est bien l'audace, donc la tolma, la génération, l'altérité première et le fait de vouloir s'appartenir à elle-même. Chaque fois qu'elles croient jouir de leur indépendance, elles se servent du mouvement considérable qui leur est propre, elles se mettent à courir dans la direction contraire et se portent au plus loin de là-bas en allant jusqu'à ignorer qu'elles en proviennent aussi. Donc là, Plotin nous dit qu'il y a 4 causes à l'origine du mal, la tolma, la génération, l'altérité première et le fait de vouloir s'appartenir pour l'âme à elle-même. Donc évidemment, on pourrait penser que c'est une cause complètement éthique, puisqu'on parle bien de l'idée en fait d'audace, donc le fait en fait que l'âme rejette l'intelligible, décide de descendre en fait dans le sensible, puisqu'elle pense en fait que gouverner son corps est plus intéressant et plus facile pour elle en fait, sans se rendre compte qu'il y a un piège représenté par le corps. Et donc c'est ce qu'on trouve dans le lien entre tolma et le fait de s'appartenir à soi-même. L'âme descend volontairement, en toute connaissance de cause. Donc il y a vraiment une dimension de punition dans la descente puisqu'elle choisit de rejeter l'intelligible. Donc à première vue, oui, voilà, il y a une descente qui est tout à fait éthique. Le problème, c'est qu'on a 2 autres causes qui sont l'altérité première, donc la proté-hétérotès, et la génération, qui, elles, sont tout à fait cosmologiques. La génésis, c'est le résultat de la venue de l'âme dans le corps, c'est la génésis, en fait, du composé âme et corps. Et l'altérité première, c'est une référence à l'intellect, puisque, effectivement, l'intellect a la particularité de ne pas imiter la simplicité de l'un, c'est d'abord l'intellect qui génère une multiplicité, et l'âme, en fait, ne fait qu'hériter de la multiplicité qui est produite par l'intellect. Sachant que cette multiplicité de l'âme et de l'intellect explique la production du sensible et est nécessaire à la production, en fait, du sensible. Ce que reproche, en fait, Plotin à l'âme dans le texte, ce n'est pas la descente en elle-même, c'est ce qu'elle fait de sa descente. C'est-à-dire, en fait, que l'âme va trop loin dans la descente. Elle utilise sa nature amphibie pour descendre dans des corps de plus en plus inférieurs, donc c'est-à-dire pas uniquement dans des corps d'astres, ou même des corps d'hommes d'ailleurs, et pour aller vers des corps d'animaux, voire même des corps de plantes pour le degré le plus bas. Donc le problème qu'on a ici, c'est que ce n'est pas en fait que la descente soit une faute, c'est que l'âme en va trop loin dans sa descente. En d'autres termes,
Plotin en fait, n'arrive pas à résoudre la tension entre les principes éthiques et cosmologiques, dans le sens où le cosmologique chez lui prime, est plus important que l'éthique. Donc les deux ne sont pas sur le même plan. Donc maintenant, nous avons vu donc, ce qui se passe chez Plotin, et on va voir ce qui se passe maintenant dans la position gnostique, et on va essayer en fait, de montrer pourquoi les gnostiques, en fait, eux, parviennent à réussir là où Plotin ne réussit pas. C'est la deuxième partie ici, la réponse gnostique. Alors, bon, effectivement, traiter la question de la tension entre les principes chez les gnostiques, elle est quand même assez compliquée, puisqu'on sait que déjà, bon, voilà, le gnosticisme n'est pas une théorie unifiée, et puis les gnostiques souvent ne se présentent pas comme des exégètes de Platon. Ils ne viennent pas, en premier lieu, faire un commentaire de Platon. Pourtant, les gnostiques prétendent connaître ou comprendre Platon mieux que Plotin, et l'on sait en tout cas qu'il y a une concurrence véritable, puisque les gnostiques ont récupéré beaucoup d'auditeurs qui étaient d'abord des auditeurs de Plotin. Donc l'idée en fait qu'on a derrière, c'est que pour Plotin, expliquer Platon, ça lui permet aussi de conserver ses auditeurs et de montrer qu'il n'y a pas de difficulté là où il paraîtrait exister effectivement un problème. Alors, je ne vais pas trop revenir là-dessus, puisque je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits auparavant sur l'identification des gnostiques qui venaient au cours de Plotin. On sait qu'il y a deux groupes, les valentiniens et les sétiens. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur les sétiens, parce que le problème de la descente de l'âme n'apparaît pas forcément dans le gnosticisme valentinien, dans le sens où chez les valentiniens, l'âme est produite par les passions qui sont subies par la chute de Léon Sagesse. Donc, moi, je vais me concentrer vraiment plutôt sur les sétiens. Donc, les sétiens, c'est une tradition ancienne du gnosticisme, qui se présente d'abord comme une interprétation de l'Ancien Testament et qui, par la suite, va prendre une tournure plutôt, en fait, platonisante. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, de penser que quand les valentiniens ou les sétiens viennent au cours de Plotin, ils connaissent moins bien Platon que Plotin ou qu'ils connaissent moins bien le Timée. Dans les faits, ils connaissent très bien, en fait, le Timée. Et ma théorie ici, c'est qu'ils ont identifié la tension éthique et cosmologique chez Platon et qu'ils parviennent à la résoudre, ce que ne parvient pas à faire ici Plotin. Alors, je vais me concentrer vraiment sur les sétiens et notamment regarder le premier texte de Zostrien, donc qui est un des traités qui est lu, en fait, notamment par Plotin. Là, on se réfère ici au témoignage de Porphyre. Et ce texte, il est intéressant parce qu'il présente une descente de l'âme du plérome, monde intelligible gnostique pour résumer, vers en fait le monde terrestre. Si, alors là, il part ici du type humain qui va être sauvé, s'il se replie vers lui-même plusieurs fois et en revient à la connaissance des autres, l'intellect ne peut comprendre non plus que l'âme immortelle, alors il est déficience, car lui-même tourne en rond, il est démuni, s'isole, se tient à l'écart et se trouve sous influence étrangère au lieu d'être. Il prend donc la ressemblance d'une multitude de figures. S'il tergiverse, il en vient à rechercher des choses qui ne sont pas. Et s'il les trouve par la conceptualisation, et il n'est pas possible qu'il les connaisse d'une autre façon, à moins de recevoir la lumière, il devient physique. De cette façon, il descend donc vers la génération, il est dépourvu de la parole à cause des souffrances et de l'ilimitation de la matière. Bien qu'il possède une puissance éternelle, immortelle, il est captif des griffes du corps, il est ravi et enchaîné à jamais. Par des liens résistants, il est lacéré par tout souffle mauvais jusqu'à ce qu'il s'assume à nouveau et recommence à vivre en lui. Alors, je vais quand même préciser le découpage, on pourrait dire, de Léon, en fait, Barbello, qui est en fait l'équivalent du monde intelligible gnostique, chez les sétiens, puisqu'il y a plusieurs en fait, niveaux. On a d'abord le niveau de Calyptos, on traduit par le cachet. Alors, Calyptos, on peut dire en fait, qu'il englobe les idées platoniciennes, on peut dire qu'il englobe en fait, des archétypes de ce qui existe. On a ensuite celui qu'on appelle Protophanès, c'est-à-dire en français le premier manifesté. Donc, Protophanès, en fait, c'est lui qui englobe les intellects et les âmes, probablement, qui sont liés en fait, aux formes qui sont dans la contemplation des formes. Et le dernier qui va surtout nous intéresser ici, c'est Autogène, celui qui s'en engendrait lui-même. Et en fait, Autogène, on considère en fait qu'il englobe ce qu'on appelle les individus, c'est-à-dire les intellects et les âmes qui se séparent en fait, de la contemplation des formes. Et qu'est-ce qui se passe ici dans le texte? Le premier point à montrer, c'est que les âmes, ici, effectivement, descendent d'Autogène jusque dans le terrestre, donc descendent du dernier degré jusque sur le plan terrestre. Le second point qu'il faut noter dans le texte qu'on a ici, c'est que les âmes descendent
par un isolement et un repli sur soi, et par ce que l'auteur du texte appelle la connaissance des autres. Alors, ça veut dire quoi la connaissance des autres? Il faut vraiment l'entendre, et d'ailleurs le texte est très plotinien, d'ailleurs quand on le regarde, il faut l'entendre par le fait que l'âme se détourne donc de cette contemplation des formes qu'elle fait au niveau de Calyptos, et qu'elle s'intéresse à ce qu'on appelle les autres, et les autres ici peuvent être pris dans l'interprétation, dans le sens effectivement de la connaissance des objets terrestres et sensibles. Et on le voit bien dans le texte par la différence en fait de mode de connaissance. On peut penser qu'au niveau de Calyptos et au niveau de Protophanès, on ait une contemplation de type très synthétique et très immédiate, donc une contemplation de type intuitif. Dans le texte, il parle ensuite de conceptualisation. On sait la conceptualisation implique plutôt un type discursif, c'est-à-dire une utilisation du temps, une utilisation de la multiplicité. Et ce qu'ajoute le texte, c'est que par cette inclination, il nous dit que l'âme devient physique. Donc la physis, qu'est-ce que c'est dans le cadre du gnosticisme sétien ici? La physis, en fait, c'est le monde sensible, c'est le monde terrestre. Donc ça veut dire en fait que l'âme s'individualise en se tournant par le sensible, en se détournant, dans ce cas-là, effectivement, de la contemplation des formes et des archétypes. Cela va nous mener en fait à un point, le dernier, qui est important par rapport à ce texte-là, qui est la multitude des figures. Il dit, mais elle prend une multitude en fait de figures. Pourquoi en fait il parle de ça, de la multitude des figures? Et ça va jouer un rôle important du point de vue de la descente cosmologique. En fait, on peut penser que quand on regarde les différentes descriptions de ces 3 degrés, donc de Calyptos, Protophanès, Autogène, on se rend compte dans le texte notamment du Zostrien que la description est toujours une description du vivant. C'est ce qui revient en permanence, c'est le vivant qui est présent à différents niveaux. Donc on peut penser, logiquement, que la multitude des figures qu'on est ici est une multitude de figures vivantes, c'est-à-dire que l'âme aurait la capacité de produire différents en fait, corps vivants et donc de différentes espèces vivantes, ce qui reviendrait à participer à une amélioration ici du terrestre. On sait, notamment dans le texte du Zostrien, que Autogène sert à rectifier la création qui est faite par l'archonte, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il rectifie, il améliore la création. Et on peut penser effectivement que cette amélioration se fait par des âmes qui sont capables de produire plusieurs espèces vivantes et pas uniquement, en fait, une espèce humaine. L'autre question qui va apparaître, c'est de dire, bon, on a un aspect cosmologique, est-ce qu'on a aussi un aspect éthique de la descente? Est-ce que c'est une descente, dans ce cas-là, volontaire, ce qui permettrait d'expliquer une dimension plutôt de punition? On a effectivement cette idée-là dans un autre traité sétien, qui est le Marsanès, et dans Marsanès, on trouve la phrase suivante: « Cependant, l'âme possède, elle aussi, sa figure, bien qu'elle soit diverse. Or, c'est dans cette forme que se trouve la figure de l'âme, elle qui vient à l'existence par elle-même. » Donc, les commentateurs considèrent que cette existence par elle-même, c'est par sa propre volonté que l'âme décide en fait de se particulariser et donc de se distinguer de Léon, en fait, Barbello ici. Donc l'âme a la capacité de s'auto-engendrer de son propre chef. Par conséquent, cela signifie en fait qu'on aurait bien 2 aspects qui sont présents dans le sétianisme, le principe de la cosmologie et le principe également de l'éthique. Alors, il n'y a pas d'objection, effectivement, à ce que, quand on lit les textes, les âmes humaines, enfin en tout cas les âmes qu'on a dans Barbello, puissent passer par plusieurs corps, et notamment puissent passer d'un corps humain à un corps notamment animal, par exemple. On a notamment un extrait d'un autre texte sétien qui s'appelle « Le livre des secrets de Jean », et c'est un texte alors assez intriguant, dont l'interprétation peut être d'ailleurs tout à fait indiscutée par ailleurs, où on a ce passage suivant: « Je dis alors, Seigneur, alors ceux qui n'ont pas su à qui ils appartenaient, où seront leurs âmes. Il me dit, un esprit contrefait a fait pression sur ceux-ci. Quand ils sont tombés dans l'erreur, il accable l'âme, l'oriente vers les œuvres perverses et la précipite dans l'oubli. Et après qu'elle est sortie du corps, elle est livrée aux autorités qui relèvent de l'archonte, et ces autorités l'attachent avec des liens et la jettent dans la prison. » Et donc moi, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est plutôt la dernière phrase. « Je dis alors, Seigneur, comment l'âme peut-elle redevenir petite et retourner dans le sein de sa mère ou dans l'homme ?» Ça, c'est un point intriguant qui peut laisser en fait sous-entendre qu'à un moment donné, l'âme se retrouve dans une incorporation non humaine, de type animal, et qu'elle repart ensuite, par effort éthique, dans une incorporation de type
humain, mais c'est une interprétation qui peut être par ailleurs tout à fait discutée. En d'autres termes, donc, on a bien un accord entre les principes cosmologiques et éthiques, dans le cas de la descente des âmes, pour ce qui est du gnosticisme sétien. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que cet accord, en fait, il fonctionne. Il y a vraiment une cohérence, en fait, dans les deux plans qui sont mis au même niveau. Il n'y a pas, par exemple, l'éthique qui est moins importante que la cosmologie ou, en fait, l'inversement. L'idée ici, c'est que cet accord, il ne va pas passer inaperçu, que Plotin en est vraisemblablement conscient, et donc on va voir dans une dernière partie comment Plotin va essayer de contrecarrer l'influence en fait gnostique. Et ça sera le grand 3 ici, à savoir l'emploi de l'aporie comme arme anti-gnostique. Alors effectivement, ici, je parle d'aporie, je ne parle plus de tension en fait dans les principes, parce qu'il me semble clairement que Plotin n'arrive pas à accorder les deux principes quand il parle de la descente de l'âme. Et donc, évidemment, puisqu'il n'y arrive pas, il perd automatiquement en crédibilité auprès de ses auditeurs. Donc, il y a un vrai danger représenté par les gnostiques, qui est tout simplement que les gnostiques arriveraient à résoudre des difficultés que lui n'arrive pas à résoudre. Donc, automatiquement, il est logique et humain qu'ils perdent des disciples au profit, en fait, des gnostiques. Comment Plotin, du coup, va arriver en fait, à retourner la situation? Un des grands points de dispute entre Plotin et les gnostiques, c'est la pratique de la philosophie, puisque Plotin considère en effet que les gnostiques ne font pas de philosophie, en réalité. Ils n'utilisent pas la dialectique, par exemple. Ils font des récits quand même très embrouillés, très compliqués, qui en réalité n'ont pas de valeur proprement rationnelle et philosophique. Ils n'utilisent pas le sensible comme point, par exemple, de remonter vers des principes intelligibles. Et donc, cette distinction entre philosophie et gnosticisme va expliquer pourquoi l'aporie va être utilisée comme une arme philosophique. L'aporie, la difficulté non résolue, on le sait, c'est une arme également chez Platon. On a beaucoup de dialogues importants comme le Charmide, comme le Théétète, qui sont des dialogues aporétiques, mais qui ne diminuent pas la valeur en fait de la philosophie. Parce que l'aporie, que ce soit chez Socrate puis chez Platon, l'aporie, elle a une capacité importante qui est de faire reconnaître qu'il y a une ignorance pour éventuellement, par la suite, chercher une réponse. Mais en fait, on a cette idée dans le platonisme que la reconnaissance de l'ignorance est plus importante encore que de trouver forcément, à tout prix, une solution. Et c'est ce que va faire Plotin dans le traité 33, notamment où il va essayer en fait, de montrer qu'au final, expliquer qu'il y a une ignorance est plus important que trouver une solution, pourrait-on dire, à tout prix théorique. Ce qui m'intéresse notamment dans ce passage du chapitre 8 au traité 33, c'est qu'on retrouve l'aporie entre les principes cosmologiques et éthiques, donc dans une attaque contre les gnostiques. Car si les âmes sont venues ici-bas en y étant contraintes par l'âme de l'univers, comment des âmes contraintes pourraient-elles être meilleures? Car dans les âmes, c'est ce qui domine qui est meilleur. Mais si les âmes y sont venues de leur plein gré, comment pouvez-vous condamner cet univers dans lequel vous êtes venus de votre plein gré, alors qu'il offre en outre à qui ne s'y plaît pas la possibilité de l'y quitter? Donc là, effectivement, on retrouve parfaitement l'aporie en fait, entre les principes. On a une première alternative où, en fait, Plotin va leur dire « Mais comment pouvez-vous être forcés, contraints de descendre, alors que vous êtes meilleur que le principe qui vous contraint ?» Alors là, pour le coup, alors Plotin n'est pas très, très exact, en fait, au niveau des théories qu'il présente, puisque, en fait, dans sa tête, Léon Sagesse est la même chose que l'âme du monde. Et donc, en fait, il considère que les gnostiques disent qu'ils sont meilleurs que les astres du point de vue de leur âme, parce que les astres n'ont pas d'âme. Mais il dit, mais comment pouvez-vous être forcés à descendre par l'âme du monde qui anime ces mêmes astres qui sont inférieurs à vous? Donc, ce n'est pas une très bonne interprétation, hein, ici, en l'occurrence, du gnosticisme, en tout cas du zoroastrien, mais bon, après tout, on n'a pas tous les textes non plus, hein, gnostiques, donc peut-être qu'il se réfère à un autre texte, mais le plus important, c'est qu'il les attaque sur l'idée de la nécessité cosmologique, en disant comment pouvez-vous nécessaire à descendre, alors vous êtes meilleur que ce qui pourrait vous forcer à descendre. Et le deuxième point, c'est le point de la volonté, c'est le point de la descente éthique, puisque ce que met en avant Plotin, c'est que pourquoi voulez-vous descendre dans un monde en fait que vous détestez? Alors, il est vrai que si on regarde les textes du Zoroastrien, par exemple, la descente est un bien.
C'est-à-dire que parfois, dans certains textes sétiens, on va dire qu'en réalité, la formation du monde est positive. Elle est voulue par le Père, donc c'est quelque chose de bon. Mais on peut accorder à Plotin le fait qu'effectivement, ce n'est pas non plus la présentation la plus courante, en fait, dans le gnosticisme. Et c'est vrai que le monde sensible, terrestre, n'est pas bien représenté dans le gnosticisme. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup au niveau en fait, de cette aporie, c'est que quand on lit le traité 33, c'est un traité justement polémique. Donc le but de Plotin, c'est de montrer à ses auditeurs qu'il apporte des réponses et qu'il est capable d'expliquer pourquoi les gnostiques ont tort. Sauf que ce qui est assez étrange ici, c'est que quand on regarde ce texte du chapitre 8 du traité 33, Plotin soulève la difficulté, mais ne la résout pas par sa propre philosophie. Et c'est assez intriguant dans le sens où il y a le traité 6, et on ne peut pas dire, bah oui, il a fait le traité 6, donc il ne va pas en parler dans le traité 33. En fait, on sait que Plotin, dans le traité 33, quand il a envie de poser sa propre théorie philosophique, il le fait. Donc le fait ici qu'il ne parle pas de ce qui est dit dans le traité 6 peut sous-entendre que soit il considère que la difficulté n'est pas résolue par lui-même, soit il considère que sa réponse n'est pas insatisfaisante. Mais c'est en fait intriguant et étrange qu'il ne réponde pas en fait à la question, qu'il ne réexplique pas à ses disciples par le traité 33 quelle est la bonne réponse. Donc pour conclure, la tension entre les principes éthiques et cosmologiques est un problème redoutable pour un système d'inspiration platonicienne. Donc Plotin soulève la difficulté mais n'arrive pas à y répondre de manière satisfaisante. En revanche, quand on regarde les traités gnostiques, et malheureusement, je ne peux pas approfondir non plus beaucoup dans un temps court, on voit que leur réponse est beaucoup plus efficace. Par contre, si on regarde l'histoire de la philosophie, l'école de Plotin ne va pas s'effondrer face donc aux gnostiques, au contraire. Donc cela montre raison d'utiliser un échec et de le transformer en une arme philosophique au travers en fait de l'aporie. Et donc, pour terminer, je vais laisser Plotin parler lui-même et rappeler cette importance parfois de l'aporie, simplement de reconnaître qu'on ne sait pas. C'est dans le traité 27, à la question de l'âme, il paraît juste de consacrer ce traité dans lequel il nous faut soit trouver une solution à toutes les difficultés qui nous empêchent d'avancer, soit, quand bien même nous resterions aux prises avec elles, gagner au moins de savoir en quoi elles consistent. Je vous remercie. Well, thanks a lot, Camille, for this rich and dense talk. You have put your finger on a number of important issues. This is a very rich territory. Both the methodology of Plotinus, his strategy, his antignostic treatises, and the role of the soul. Yeah, well, we have time for discussion. Yeah. Yes. Well, first of all, Treatise 6 is a very early treatise, even though it's a very popular one and it's a very influential one. And don't you think that in the tetralogy, treatises 30 to 33, and even more in the treatise 38 on the forms and the good, that his attitude to the soul is much more affirmative and positive, and influenced by the Stoic idea of logos, which is logos, a vital principle, which circulates quite a lot in treatise 38, at least in the first part. So a kind of a macro solution would be that, yes, he was wrong. He admits he was wrong to be so Gnostic and so pessimistic about the soul in his early treatises, and he's now going to affirm the goodness and value of soul as he reaches his full stride. Of course, the soul is a very murky topic, and Ennead 4 is probably the most difficult of the 6 Enneads to deal with because of all these unresolved issues. But I think on the basic issue of the status of the soul and the function of the soul, he attains a standpoint that is pretty stable and pretty affirmative. I mean, not as affirmative as he is about the nous,
but nonetheless, he raises the status of the soul. It seems to me. That's just my impression. What would you say? Yeah, thank you for this precision. In fact, it is true that Plotinus, and I'm very glad that you underline the question of the logos and the fact that the soul is a logos of the intellect, of the nous. It's a very important point. And I think that if we don't have this point, this question of the logos, we don't understand Plotinus. In fact, you cannot understand anything about Plotinus. But when we read the Treatise 6, which, and I agree with you that it's a very difficult treatise, we can see that the question of the cosmology, and I think the question of the logos is already in the treatise, and it's already present. And I think that Plotinus is in a trap, which is a Platonist trapped, in fact. He really wants to show that Plato is right. And we can see in the text that he is really fed up in Plato in some point, because he says that he didn't say the same thing. It's terrible because I don't know what to say. He didn't say the same thing. But I really think that in the Treatise 6, he already knows that the fall of the soul is cosmologic, in fact. I really think that he defends this question because he thinks about the logoi and the fact that if he does not use the logoi, he cannot explain anything. There is no link between the intelligible world and the sensible world. And it's a great catastrophe. It's an important problem, which is worse, in fact, than the problem of the fall of the soul. I think on this question between the link between the sensible and the intelligible world. I don't know if I answer your remark. We're into very deep waters. Je pense que Plotin n'a aucun scrupule à se distancier de Platon et de corriger Platon, et dans le sens d'une espèce d'unification. Et aussi l'émanationnisme, l'idée que le nous est l'un encore plus, ne faisant rien, fait tout. Il n'y a pas de place pour un démiurge réel dans le monde de Plotin. Oui. Tout à fait, mais il s'appuie aussi, je pense, quand vous dites, voilà, il n'a pas de scrupules. Il n'a pas de scrupules, déjà parce que Platon crée le problème. Donc déjà, merci de l'héritage qu'il lui donne. Et puis, il n'a pas de scrupules parce que le Timée dit lui-même, je vais essayer d'expliquer comment ça marche, mais we are limited because we are human and we have a reason. So I think that ça permet à Plotin de prendre du large, en fait, par rapport à Timée, en disant, oui, mais j'ai le droit de prendre de l'écart parce que tout à fait, oui. Ça lui permet de se protéger aussi. Oui. Il y a le célèbre dictum dans le Timée, comment c'est difficile de connaître le Dieu et de l'expliquer si on l'a connu. Mais de quel Dieu parle-t-on là? Ce n'est pas du tout l'un, ce n'est pas du tout même le nous. C'est quoi? C'est le démiurge. Alors, mais à partir de là, Plotin pense plus profondément, il va au principe. Tout à fait, mais le démiurge, il en parle pour en parler poliment, mais le démiurge ne l'intéresse pas du tout, parce que comme vous le dites, il n'en a pas besoin, et c'est même pire pour lui, parce qu'avoir un principe qui réfléchisse à comment faire, à comment penser le monde, c'est un signe d'imperfection. Au contraire, l'émanatisme est un signe de perfection. Donc, il a plutôt intérêt à ne pas mettre de démiurge. Au contraire, dans ce système à lui, il reprend le mot poliment, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, l'univers apparaît comme si c'était le produit d'un démiurge qui calcule et qui agit, mais selon Plotin, cela n'est qu'une apparence. En réalité, ce n'est pas ainsi. Il n'y a pas de calcul dans le nous. Pas du tout. Il y a de la diversité, mais pas un calcul. Surtout pas de calcul.
en fait, hein, c'est nul, absolument pas. Puisque le calcul est une marque d'imperfection. Donc l'intellect ne calcule pas, et l'âme du monde encore moins. Enfin, l'âme hypostase encore moins, puisque l'âme hypostase, d'ailleurs, est relativement artificielle chez Plotin. On pourra en discuter pendant des heures, mais oui, effectivement. Je viens d'écrire un article sur Shelley, le poète anglais qui est mort il y a 200 ans, et je prétends qu'on conteste, parce que les critiques littéraires sont des matérialistes horribles en ce moment, et on conteste que Shelley soit un platonicien, même il a traduit Platon, et on prétend qu'il n'a pas la mentalité de Platon parce qu'il ne raisonne pas comme Platon. Mais ce que je remarque, c'est que c'est un plotinien. Il n'a pas peut-être lu Plotin, mais il connaissait personnellement le traducteur de Plotin, Taylor, et il aurait pu lire des sommaires de Plotin chez Taylor dans ses préfaces à ses traductions de Platon. Et aussi, grâce à Coleridge qui connaissait très bien Plotin, il avait reçu les idées principales de Plotin qui résonnent glorieusement dans Adonais, son meilleur poème. Alors, c'est terrible que les critiques littéraires parlent de Plotin et de Platon, normalement sans avoir lu une seule page de ces endroits, pour dire que Shelley déplace le sublime comme une force oppressante, et il conteste cela au nom d'une espèce de politique matérialiste. C'est vraiment assommant. C'est terrible. Mais même en philosophie, enfin déjà qu'en philosophie, Plotin n'est pas connu, en tout cas en France, même au niveau des universitaires, il est très mal connu, alors que son influence... Ça m'étonne beaucoup. Oui, bizarrement, oui. Alors que son influence en histoire de la philosophie est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Alors, je ne suis pas étonnée que les littéraires ne connaissent pas cette influence-là, ce qui est dramatique parce que I think that the studies of Plotinus can make clear, brighter some important points in the history of philosophy, yes, of course, of religion, and of literature. And of the Renaissance, of the poets of the Renaissance. It's very sad. Are there any other questions? Anna? Oui, merci beaucoup Camille Guigons pour votre intervention. J'aime bien l'idée d'Aporé comme arme anti-gnostique, c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé. Ma question, ou plutôt ma remarque, serait par rapport au texte sétien, enfin gnostique que vous avez avancé. Et je me disais qu'il faudrait prêter attention juste sur un plan peut-être méthodologique. On a la pensée d'un auteur qui a pu évoluer effectivement entre le traité 6, traité 33, en fonction de considérations philosophiques et polémiques avec ses adversaires, en particulier gnostiques. Et de l'autre côté, une série de textes dont on peut voir des liens entre eux, mais qui s'étalent pour le livre des secrets de Jean, milieu du 2e, le Zaustrien, quelques dizaines d'années plus tard, le Marsanès, etc. Donc, que des auteurs aient résolu la tension peut-être, mais que les gnostiques aient résolu la tension, voilà, prêtez attention là-dessus parce qu'on est face à un mouvement bien unifié, même le terme sétien, en fonction des chercheurs, ne va pas être repris. Est-ce que c'est un mouvement bien unifié ou pas? C'est plutôt une série de textes. Donc, voilà, juste à mon avis, pour que votre argumentation soit plus percutante, mettre ça plus en avant.
Oui, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que ma présentation et même mon article est très maladroit là-dessus. Alors, j'essaie de le préciser, hein, que c'est pas un mouvement unifié, que c'est pas des interprétations unifiées, que c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas finalement. Alors, on sait que Plotin, il en a lu, voilà, des textes, on a les titres, mais on ne sait pas comment il les a lus, on ne sait pas même dans quelle langue, même d'ailleurs, déjà. On ne sait pas qui sont les auteurs. Donc, c'est vrai qu'on est forcé un petit peu dans la manière de présenter les choses à mettre des généralités où il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai que l'étude a été compliquée. Enfin, moi, je sais que j'avoue hein, que j'ai beaucoup souffert pour faire ce travail parce que déjà reprendre tout le système gnostique entre guillemets, mais entre les textes c'est pas les mêmes. Il y a des trous dans les textes. Bon, et les textes sont incomplets. Et puis c'est vrai qu'il y a des interprétations, bon, où des fois, même moi, je le reconnais, en les relisant, je me suis dit, mais on pourrait tellement, je pense notamment au dernier texte sur la venue de l'âme dans un corps de femme à un corps d'homme, j'ai fait le choix de le lire avec une idée que ça pourrait partir d'un corps animal pour aller dans un corps humain, mais au final, ça peut être pas ça du tout. C'est peut-être tout simplement qu'il repasse d'un corps d'homme à un corps d'homme, et c'est vrai que c'est très compliqué, mais tout de même, j'étais quand même très, très intriguée quand même par cette présence de la vie, dans la manière dont il représente la vie dans l'intelligible, enfin dans le plérome en tout cas, et cette idée que l'âme adopte plusieurs figures, c'est des points que j'ai trouvé intrigants. Et alors notamment quand il parle de l'isolement de l'âme, bon ben là chez Plotin, on a des lignes et des lignes là-dessus. Donc je me suis dit, il y a quand même un contact possible entre les deux, entre ces textes-là. Et bon, c'est vrai que c'est toujours frustrant hein, parce qu'on a un peu toujours peur de faire dire aux textes qu'ils n'ont pas dit. Donc, bon, j'ai quand même voulu mettre en avant ce point-là qui, j'ai trouvé, était quand même très intriguant, ce lien-là en fait entre les deux. Mais on peut Oui, ah, mais c'est un lien intriguant, vous avez tout à fait raison. Et je me dis que finalement, la réponse de Plotin, elle s'adresse moins aux gnostiques qu'à ses propres élèves déjà bien convaincus par ses propos. Parce que leur répondre par une aporie à des gnostiques qui veulent connaître, argument ne peut pas marcher. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ça permet de mieux comprendre peut-être les destinataires premiers de Plotin ne sont pas du tout, en fait, les gnostiques convaincus. De toute façon, s'ils sont convaincus. Mais absolument pas. Oui, ça, maintenant, on sait que les textes en eux-mêmes, le gros shift, il s'adresse plutôt justement à des interlocuteurs qui veulent partir parce que les gnostiques, ils répondent. Ils répondent, quoi. Alors après, attention, la réponse des gnostiques, alors là, du coup, j'ai pas pu l'approfondir parce que le temps était bref, mais en fait, elle est très, très malhonnête, finalement, parce que les gnostiques, déjà, interprètent les textes un peu comme ils veulent de Platon, donc c'est-à-dire qu'ils vont garder la littéralité du Timée. Plotin n'est pas d'accord. Si on prend la différence entre les âmes, par exemple, les âmes humaines, les âmes des élus, les âmes des sauvés, c'est pas éthique, mais ça, ils s'en fichent un peu. Alors que Plotin, lui, il adopte des principes éthiques, d'interprétation, et du coup, il est un peu bloqué parce que justement, il a des principes d'interprétation. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de dire aussi à ses disciples comment on fait de la philosophie aussi, de manière honnête, en respectant les textes, en respectant les autres. Alors, même si Plotin ne respecte pas du tout Platon, ça c'est un autre problème, mais en respectant l'éthique, hein, on ne peut pas dire il y a des hommes qui sont sauvés déjà, et puis il y en a qui ne le sont pas. Bon. Et c'est vrai que la réponse en fait gnostique, la solution gnostique, elle est relativement malhonnête dans le sens où ils n'ont pas du tout les mêmes scrupules que Plotin quand il s'agit d'interpréter les textes. Donc, on peut discuter aussi beaucoup sur leur solution qui existe, mais qui est un peu discutable au niveau des principes d'interprétation, on va dire. Je ne sais pas si je dirais malhonnête, mais en tout cas, il ne considère pas les textes de Platon ou Platon lui-même comme, avec la même autorité d'un côté ou de l'autre, donc avec plus de liberté. Beaucoup plus de liberté. Voilà, Merci beaucoup. Je vous en prie. Any other points, other questions? I would like to ask one, namely, I think this sort of this connection between ethics and cosmology is, of course, very interesting at the end of 2.9, and presumably this is a point that really hurt the Gnostics at the end. How do you evaluate the Gnostic response? Namely, you presented us some sort of their replies. How successful you think they are in sort of countering the Plotinian challenge?
It's a very good question, and it's a very difficult question when we look at the Gnostics corpus, of course. I think that if we take the Valentinians, for example, I'm not sure this question, in fact, exists. Maybe I'm wrong, but I'm not sure it exists in the Valentinian corpus, because the Valentinians considers that it's all a story of fall, of tragedy, of doing wrong. So the question of the cosmology is less strong. In but maybe I'm wrong. I don't want to say things that are wrong. But when we look at the Setians, and that I make a very general presentations, we can find, in fact, this question of the cosmology. I think, honestly, that the answer of the Setians in the Austrian, for example, is very good. I think that they do a very good job. And Plotinus, and I think this is a problem, in fact, for Plotinus, because Plotinus says that, in fact, well, they don't know anything about Plato, they are wrong, but I think that they are very, very good, in fact, and they present the thing very well. And it is very important, I think, to underline that when they describe, for example, Barbelo with the 3 levels, all the presentation of life, of the living species. And it is we find the same thing in Plotinus, in fact, this question of the life, which is present. And it's very good presentation of cosmology and of ethic also, because they have understood that we have to think about the volunteer. I don't know if it's a real word in English, volunteer. Yes, I don't know. The volunteer in the fall of the soul. And I think that they are very good. They're very good in their presentation and in their answer. And I think it is the reason why a lot of people, when they follow Plotinus, they think that maybe the Gnostic are better, in fact, than Plotinus about this question. But if we take really the question of the philosophical reflection, Plotinus is better. I think that Plotinus is better on this point, of course. So the two are great, but the answer of the Gnostics is more efficient. I think that's Plotinus about this point. Okay, well, thanks a lot. Any other questions, points, remarks, objections? Pardon, c'est Géraldine Hertz qui parle. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Je voudrais juste savoir, vous avez fait allusion à un article que je n'arrive pas à trouver. Vous avez fait allusion à un article que vous avez écrit, n'est-ce pas, sur le sujet? Oui, puisqu'il est en fait, c'est Madame Santon-Patrick qui m'a demandé, en fait, il est en voie de publication, en fait. D'accord, je l'ai très bien. proposé, voilà, par Madame Santon-Patrick, il attend. Merci beaucoup. Après, bon, je peux toujours vous envoyer si vous voulez je vais attendre. Non, mais je me demandais si j'avais raté une information. Non, vous n'avez pas raté, non, c'est qu'il attend. Très bien, merci beaucoup. Et merci à vous pour cette conférence, c'est très intéressant. Merci à vous.